Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour ce Focus RH Management, le premier d'une longue série, j'espère, qui a pour objectif régulièrement de faire un point avec vous sur des sujets d'actualité sur les meilleures pratiques managériales. Comme vous le savez, ce séminaire est enregistré, ce webinaire est enregistré, donc merci de vous déconnecter si cela vous pose problème. Les questions sont posées sur le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ou sur le mail des GP, des groupes professionnels, vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Ce soir, nous avons le plaisir pour aborder le sujet des relations managériales, comment éviter les conflits, d'accueillir 4 conférenciers. D'une part, maître Patricia Gomez-Talimi, qui est avocat en droit social chez PDGB Avocats. Emmanuel Ferrari et Françoise Sens, qui sont fondatrices de Kerius, un nouveau cabinet qui intervient sur la gestion de crise, mais avec une longue expérience en la matière également à travers Cap Sirius, dont elles pourront parler. Et puis Éric Denain, qui est dirigeant expert en solutions RH chez Perform, et qui interviendra sur la partie managériale, les meilleures pratiques managériales. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Patricia Gomez-Talimi, qui va pouvoir immédiatement vous parler de cette partie qui concerne le cadre dans lequel les différents intervenants protagonistes vont interagir. Je vous remercie, Jean. Donc, effectivement, j'ai l'honneur de présenter les 3 interlocuteurs, les 3 speakers qui vont suivre. Mon introduction va être basée sur le rappel des obligations et droits de l'employeur et du salarié, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que la relation de travail est une relation avant tout synalagmatique qui fait intervenir d'un côté un employeur et d'un autre côté le salarié ou la collectivité des salariés. L'employeur est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles et légales. Les 2 principales obligations mises à la charge de l'employeur dans le cadre du contrat de travail sont l'obligation de rémunérer le salarié et d'autre part l'obligation de fournir un travail au salarié ainsi que les moyens de réaliser le dit travail. Ces 2 obligations sont à la base du contrat de travail que nous connaissons tous, puisqu'elles correspondent à la contrepartie de l'engagement du salarié au sein de l'entreprise. Et naturellement, outre ces 2 obligations principales, l'employeur se doit de respecter toutes les clauses figurant dans le contrat de travail. Si l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles, il risque d'engager sa responsabilité. La loi fixe également certaines obligations que l'employeur est tenu de respecter. L'employeur doit veiller à ce que ses employés puissent travailler dans des conditions de sécurité et d'hygiène optimales et conformes à la législation sociale. Donc effectivement, et cela va tout de suite faire écho chez vous, chaque nouvel employé doit faire l'objet d'une visite médicale d'embauche et doit suivre une formation à la sécurité adaptée à la nature de son poste. Le Code du travail impose également à l'employeur de respecter et de faire respecter les libertés collectives et les libertés individuelles de ses salariés. C'est ainsi qu'en France, le droit disciplinaire est assis sur le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que l'employeur peut limiter les libertés fondamentales des individus, mais il ne peut le faire qu'à condition de respecter la notion de proportionnalité, c'est-à-dire que toute limitation des libertés doit être justifiée par la nature du travail du salarié et proportionnelle au but recherché. Sinon, il y a un risque, par exemple, de discrimination. Et puis, l'employeur est maître d'un pouvoir réglementaire. Par rapport à ça,
Et le pendant de ce que je viens de vous dire, c'est que le salarié a lui-même des obligations par rapport à son employeur et par rapport à l'entreprise. Donc, par exemple, il doit respecter les tâches qui lui sont imparties. Donc, il doit travailler dans le cadre d'un horaire. Il obtiendra en contrepartie un salaire qui correspondra au travail effectué. Il pourra obtenir une contrepartie aux heures supplémentaires. Il pourra obtenir des congés payés. Il pourra obtenir des jours de réduction du temps de travail. Et il aura surtout l'assurance que son employeur est et doit être de bonne foi. Donc, le contrat de travail qu'il détient doit respecter le code du travail, doit respecter la convention collective et il bénéficiera également d'une couverture sociale importante. Par rapport à ce schéma, qui est un schéma général, se pose naturellement, et ça sera l'objet de la réunion de ce soir, l'hypothèse du conflit. Et je vais donc passer la parole pour ce faire à Éric Denain, qui va évoquer avec vous l'évolution des chaînes de conflit afin de permettre à l'entreprise de les absorber. Merci, maître. Alors, je vais tout d'abord partager mon écran et si les choses sont bien faites, ça devrait être le cas. Voilà. Alors, en fait, pour prendre la continuité, vous avez évoqué il y a un bref instant la notion d'engagement, la contrepartie engagement que doit le salarié en termes de loyauté vis-à-vis de son entreprise. Et c'est quelque chose qui devient une vraie préoccupation des entreprises aujourd'hui, tant les enjeux de concurrence et d'adaptation sont importants. Et dans cette dimension vie collective, il arrive effectivement parfois qu'on soit amené à vivre des tensions qui peuvent évoluer et devenir potentiellement des conflits. Alors, 3 voies finalement s'offrent à nous. Premièrement, on a la possibilité, si on en a l'habileté, de ne pas les créer, de ne pas les générer, donc de ne pas avoir à les gérer derrière. On peut aussi choisir de les contourner, de les nier, j'y reviendrai dans un instant, ou de les traiter habilement. Alors, sur la 3e partie, ce sont mes confrères Françoise et Emmanuel qui vous éclaireront tout à l'heure. En ce qui concerne les contourner et les nier, je crois que c'est à peu près la plus mauvaise des solutions, parce que c'est le principe de la cocotte minute. Quand on les aura bien niés, ils exploseront et généralement, ça arrive au moment où on en a le moins besoin et où ça nous dérange le plus. Et donc, le premier sujet que je souhaiterais aborder, c'est comment finalement s'y prendre pour éviter de générer des conflits. En fait, mon propos va consister à partager avec vous un certain nombre de points de repère qui consistent à essayer de déplacer l'échelle de valeur conflit, puisqu'on est finalement très inégaux par rapport à ça, à la fois au titre des personnes humaines que nous sommes et au titre des organisations. Mais plus finalement on peut décaler l'échelle de conflit, plus on peut apprendre à confronter sereinement les situations de désaccord, plus finalement on va être habile à finalement évoluer, s'adapter aux exigences de l'environnement et donc absorber un peu plus facilement les évolutions incontournables. Pour autant, vous aurez tous remarqué, le Covid a été à ce titre un révélateur extrêmement puissant. On est entrés toutes les organisations, voire même tous les humains, dans une grande période d'incertitude. Peut-être que vous connaissez déjà le vocabulaire ou l'acronyme VUCA qui caractérise très bien cette situation. Il repose sur finalement la description des environnements dans lesquels on est confronté, c'est-à-dire une certaine volatilité des situations dans lesquelles il est délicat de prendre des positions, d'avoir des analyses qui soient fiables dans la durée. Le côté incertain, c'est le côté où on est incapable de projeter. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de dire si le Covid va revenir et si on aura une vague, une deuxième vague durant l'été ou au moment de l'automne? Les scientifiques sérieux sont incapables de vous donner des précisions fiables à ce sujet-là. Et dans nos entreprises, pour des questions d'évolution des technologies, pour des questions d'évolution des marchés, pour des questions de concurrence, les projections deviennent incertaines. L'époque des plans quinquennaux est révolue depuis très longtemps et aujourd'hui, on en est à se poser des questions sur les mois qui vont suivre. Et la limite de l'année est particulièrement complexe en termes de visibilité. La notion de complexité également intervient beaucoup. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. La notion de complexité, c'est ce qui est flou, ce qui est ambigu, ce qu'on a du mal à tirer. Un plat de nouilles est quelque chose de complexe. Une automobile est quelque chose de compliqué.
c'est complexe parce qu'on n'arrive pas à démêler le vrai du faux et à tirer les ficelles pour prendre des décisions sereines, solidement étayées. Et l'ambiguïté, ça fait souvent référence au texte normatif, par exemple, au texte de loi. Le bon exemple que tout le monde connaît, auquel tout le monde est confronté, c'est la RGPD, qui est un ensemble, un paquet relativement complexe qui est susceptible d'être interprété différemment dans ses applications. Voilà, donc nos environnements complexes nous font vivre, au titre de nos organisations et des personnes humaines, des situations particulièrement incertaines qui nous obligent à réagir, finalement, à être réactifs et à cultiver de l'agilité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, ce mécanisme-là, il a des conséquences sur la dynamique humaine et il est générateur de tensions et de conflits. Le fait de devoir décider de plus en plus rapidement sur des projets qui sont de plus en plus difficiles à étayer solidement, de plus en plus difficiles à préparer correctement comme on aimerait le faire en bons professionnels que nous sommes. On doit finalement, comme le sont aujourd'hui, piloter bon nombre de projets, bien au-delà des DSI d'ailleurs, ajuster en permanence et fonctionner par briques et par livrables plutôt courts. Ce mécanisme d'agilité et de réactivité, il s'impose à nous de façon de plus en plus vive. Et bien au-delà du monde de l'entreprise, les associations aujourd'hui sont confrontées à ce même mécanisme. Que ce soit les organisations et les personnes eux-mêmes, finalement, le facteur clé de la performance future, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est cette capacité à absorber des chocs et remises en question et à se remettre en mode de fonctionnement normal, performant, collectivement, de façon rapide, d'être réactif sur sa capacité à absorber les événements. Les entreprises résilientes sont celles qui ont traversé la crise avec une capacité à mettre en place le confinement et à sortir du confinement de façon relativement fluide. Celles qui sont en difficulté sont celles qui ont finalement le niveau de résilience le plus bas. Et donc, cette culture du changement qui s'impose à nous, elle est, pour les êtres humains que nous sommes, génératrice de beaucoup de tensions. Quand on a du temps pour absorber des changements qui s'adressent à nous, qui nous remettent en question et qui remettent en question l'organisation dans laquelle on évolue, on sait finalement réguler les tensions internes lors des échanges managériaux, à l'occasion des réunions internes, à l'occasion des présentations ou entre collègues. Et de façon presque informelle, on a cette capacité à réguler les tensions. Mais quand on a finalement un grand nombre d'ajustements qui sont poussés par l'exigence d'agilité, la tension émotionnelle monte, les tensions cognitives montent, la charge cognitive augmente, et ça se traduit par une charge vocabulaire courant. On parle souvent de stress, de mauvaise qualité de vie au travail. Toutes les préoccupations de qualité de vie au travail proviennent en grande partie de ces sujets-là. Et ces tensions émotionnelles, on a tout intérêt à apprendre à les réguler. Or, vous savez comme moi que la place des émotions dans les entreprises a été largement écartée. On s'est arrangé, bon an mal an, dans la société, d'une façon générale, à écarter l'existence même des émotions. Et donc, on n'a jamais appris à vraiment les traiter correctement et à leur laisser une place légitime qui permette de réguler les choses. Pour autant, si on fait un bref zoom sur l'impact justement sur les tensions émotionnelles, la notion d'émotion, si on reprend les racines mêmes du mécanisme, fondé sur l'origine latine du terme, émotion, c'est movere, c'est faire un mouvement hors d'eux, c'est-à-dire pouvoir échapper à la pression que l'on ressent de l'ajustement et de l'adaptation. Au passage, movere se décline aussi en motivation, donc les deux sujets sont totalement liés. On veut cultiver l'engagement des collaborateurs dans une période d'agilité. On a tout intérêt à se préoccuper de leur capacité à réguler les émotions. En période de changement fort, en période d'incertitude et d'ajustement imposé par le monde extérieur, nier cette partie-là, c'est une profonde erreur parce que ça se paye cash en termes d'engagement et finalement de résultats et de performance de dynamique collective. Le mécanisme d'ajustement au changement qui repose sur les travaux d'Elisabeth Kübler-Ross nous donne aussi beaucoup d'informations. En fait, Elisabeth Kübler-Ross a mis en évidence qu'il était important de permettre aux résistances légitimes de s'exprimer. Or, en principe, dans beaucoup d'entreprises, on sait faire ça. Ces régulations, finalement, dans les plans d'adaptation de l'organisation, des modes de fonctionnement, des procédures, des équipes sont relativement bien prises en compte, sauf qu'avec l'accélération, le manque de temps, le manque d'attention
accordé à ces sujets de transformation fait monter la pression et fait qu'on cumule finalement la nécessité de gérer un certain nombre d'ajustements en parallèle. Et donc, je pense qu'on gagnerait à finalement développer cette culture du bien comprendre les mécanismes d'ajustement humain pour mieux les absorber, justement. C'est en gros oser l'assertivité, oser la confrontation sereine des difficultés, oser les désaccords pour les poser correctement sur la table et les discuter. Ça éviterait à bon nombre des corps collectifs, des organisations, des entreprises, d'avoir à gérer de la résignation ou de la décompensation. La décompensation, ça se traduit par le blues, par le lâcher-prise, par les déprimes. Et on a certains corps sociaux qui sont assez caractérisés par ça. Et la résignation, c'est ce côté lâcher-prise qui donne du désengagement. Je ferai juste une brève référence. Il y a un organisme international qui fait un sondage annuel qui s'appelle Gallup, qui met en évidence qu'en France, on estime à peu près, alors c'est du déclaratif, à 9% le taux de salariés qui se déclarent eux-mêmes engagés. D'accord ? Donc, ça a beaucoup à voir avec ce sujet-là, c'est ce côté. On a un taux de résignation élevé. Finalement, quand on cherche de la performance, il y a beaucoup à gagner à ce niveau-là. Pour retenir ça, je vous donnerai un exemple. Un exemple, c'est celui d'une société que tout le monde connaît, la société BIC, qui a surfé pendant très longtemps sur finalement une intuition géniale des produits jetables. Ça a commencé par le stylo, et puis fort du succès sur le stylo, ils ont développé le briquet, et puis le rasoir jetable. Et toujours fort de son succès, ils ont émis l'hypothèse de créer du parfum jetable. Et en interne, dans l'équipe, j'ai eu l'occasion un jour d'échanger avec quelqu'un de l'équipe marketing, et il me racontait qu'effectivement, ils avaient pressenti que ce n'était pas le bon choix, que ce n'était pas un produit comme les briquets, comme les stylos, et qu'il fallait être un peu plus regardant et faire des études de marché un peu plus robustes. Et dans les faits, ça s'est avéré un flop gigantesque, avec des investissements importants à la clé, mais un produit qui n'a pas trouvé son marché, évidemment, parce que les codes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Depuis cette date, BIC a réintroduit en son sein, a fait en sorte de réintroduire de la place pour la gestion des désaccords. Alors qu'ils avaient une culture plutôt de l'alignement, on apprend à se mettre en rang finalement, et on ne peut pas avoir une tête dépassée, c'était plutôt ça la culture. Et ils ont fait un mouvement inverse pour réhabiliter le droit au désaccord, à l'expression du désaccord et lui donner toute sa place. Et je pense que dans bon nombre de nos entreprises, en cette période de transformation un peu musclée, d'exigence d'agilité, on devrait travailler ce sujet-là. Et ça sera mes quelques mots de conclusion. Je ferai juste une référence à un précédent webinaire que j'ai eu l'occasion d'animer il y a un mois à peu près, où finalement, le sondage qui terminait mettait en évidence que la préoccupation principale des participants, c'était de favoriser justement cette agilité de leur propre organisation, et qu'en parallèle, la principale difficulté, en tout cas le principal sujet sur lequel ils se sentaient désarmés, c'était le sujet de comment accepter les tensions et apprendre à gérer les conflits. Voilà, ça dit bien finalement le lien entre les deux et la complexité. Je terminerai juste sur cette planche. En termes de recommandations pratiques, si vous avez suivi le fil de mon raisonnement, je pense qu'il y a deux choses à faire en amont de la gestion opérationnelle des conflits. C'est de cultiver finalement des pratiques sereines de conduite humaine des changements et donc d'outiller finalement les équipes, les chefs de projet, les patrons de département, voire même les managers. C'est un sujet qui est quasiment galvaudé. Tout le monde se prétend finalement habile en conduite des changements, mais la dimension humaine, elle est assez souvent escamotée. Et le deuxième sujet qui va prendre de l'importance dans les années à venir, tant l'exigence d'agilité devient forte pour nos organisations, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est un sujet que les RH vont prendre en main de façon beaucoup plus volontariste pour justement permettre ces régulations et permettre aux managers d'être plus subtils, plus habiles dans la gestion et la dynamique de leur équipe. Le tout pour faire baisser la quantité et l'intensité des conflits et pour faire surtout évoluer la culture de la confrontation. Voilà pour ces quelques messages pour poser un peu le décor. C'est une voie, je pense, intéressante à explorer pour traiter des conflits d'une autre manière, en les acceptant un peu mieux.
Mais quand on ne sait pas finalement conduire cette voie-là, il faut aussi apprendre à les traiter habilement, et ça sera les propos qui vont suivre. Alors, je vais rendre la main donc, à mes confrères Françoise et je pense que vous avez retrouvé l'écran. Emmanuel. Voilà. Merci Eric. C'est vrai qu'on a tous le souhait, le vœu pieux que les conflits soient le moins nombreux possible. Maintenant, la première chose que je voudrais vous dire, c'est comment finalement on sait qu'on passe d'une saine confrontation des points de vue à un conflit. Et bien, tout simplement parce que dans un conflit, aucune issue n'est possible. C'est-à-dire que c'est une situation où on ne voit aucune solution. Chaque partie, chaque protagoniste va rester sur ses positions et ne va pas en sortir, c'est-à-dire ressasser, trouver tous les arguments qui vont venir alimenter sa position sans jamais bouger. En gros, c'est une guerre de tranchées. Donc, face à un tel conflit, alors comment on le gère? Il y a deux manières de gérer un conflit. C'est soit on remplace, on part, on change de poste, on change d'entreprise, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je vous donne un exemple qu'on a vécu avec Françoise il y a peu. On avait un salarié qui était en conflit avec son manager, et toute sa hiérarchie d'ailleurs, parce qu'il avait des absences répétées et des retards. Effectivement, il ne respectait pas tellement les obligations dont parlait Maître Gomez-Salini. Et ils se lançaient des anathèmes, et effectivement, ils étaient dans une situation où personne ne bougeait. La question qu'on leur a posée, c'est si jamais il n'était pas en retard, est-ce que vous le licencieriez? Parce que bien évidemment, compte tenu de son comportement, le licenciement était envisagé. Et le DRH et son manager me disent non, pas du tout, parce qu'en fait, il a des compétences qui sont importantes dans notre service, et le remplacer, ça serait difficile parce qu'il y a peu de gens qui ont ces compétences, et en plus, on est déjà en sous-effectif. Ça ne peut pas être une bonne solution. Ça veut dire que c'est la deuxième voie de gérer un conflit, c'est-à-dire de le dépasser et de comprendre ce qui est à l'œuvre, en fait. Alors, pour ça, il y a plusieurs approches. La nôtre est particulière, puisqu'elle est un mix entre différents concepts et différentes approches. La cybernétique humaine, en fait, qui est une science qui a étudié les mécanismes de régulation et de communication entre des systèmes. Alors, au début du XXe siècle, ça a été entre des machines et des machines, puisque les machines fonctionnent ensemble. Et comme nous sommes une machine complexe, tous ces concepts ont été transposés aux relations humaines. Simplement, nous sommes une machine complexe, et c'est pour ça que l'école de Palo Alto nous a apporté d'autres compléments pour justement aider à la régulation de ces comportements que sont les conflits. Il y a beaucoup de concepts là-dedans, mais il y en a un qui est assez intéressant, qui s'appelle le 360 degrés Palo Alto. En fait, c'est pour aider au changement, il faut d'abord, dans un premier temps, aller dans le sens de la personne. Alors, vous allez me dire, parfois, c'est très difficile à faire parce que ça heurte beaucoup vos valeurs, et on se demande bien pourquoi ces gens réfléchissent comme ça ou agissent comme ça. Mais la première chose à faire, c'est d'abord accepter qu'ils puissent réagir comme ça, pour ensuite pouvoir leur dire quelque chose, parce que si d'emblée vous leur dites qu'ils ont tort, ils vont se bloquer et leur cerveau reptilien va se mettre en route. Ça va être soit effectivement je me désengage, soit je deviens agressif, soit je suis tétanisé, je ne fais plus rien. On utilise également beaucoup la régulation des systèmes. L'entreprise est un système avec un certain nombre de règles, Maître Salini l'a rappelé, et il y a un moment, il va falloir aussi se réguler par rapport à ça, mais on ne peut se réguler que lorsqu'on a compris comment ça fonctionnait et lorsqu'on a compris le pourquoi du comportement des gens. On utilise aussi beaucoup les présupposés de la programmation neurolinguistique, la PNL. Il y en a un parmi tous ces présupposés qu'on aime beaucoup, c'est le fait que chaque personne est responsable de son mental et donc de ses résultats. Ça veut dire, c'est quoi le mental? En fait, c'est ce que votre cerveau, qui est un ordinateur, puisque depuis Alan Turing, on sait que le cerveau peut être considéré comme un ordinateur qui traite les informations selon un certain algorithme qui est unique et qui est propre à chacun. Donc, en fait, chacun a ses valeurs, ses croyances, l'expérience, son éducation,
sa façon de gérer ses émotions également, comme le disait Eric, et ces filtres vont nous faire voir la réalité d'une certaine façon. Or, la réalité, Einstein le disait, la réalité est une illusion, elle est différente, elle est très différente de la perception que l'on en a. Donc, en fait, nous, dans la gestion des conflits, il ne s'agit pas de rester regarder juste le sommet de l'iceberg, mais de plonger pour découvrir finalement les causes de ce conflit. Et c'est la partie la plus importante pour pouvoir ensuite amener des solutions efficaces. Et c'est vrai qu'une des premières pratiques que l'on doit faire lorsqu'il y a un conflit, c'est d'identifier les causes réelles. La plupart du temps, et on le voit dans la vie quotidienne, mais aussi en entreprise, on identifie une cause qui n'est pas forcément la bonne. Il y a des choses qui sont observables, certes, et puis après, il y a notre interprétation, notre manière de voir les choses selon, comme le disait Emmanuel, tout ce qu'on a dans notre ordinateur, dans notre cerveau, notre ADN, notre éducation, notre manière de voir les choses, nos valeurs, voilà, notre vie. Alors, identifier la cause, c'est la clé si on veut être en mesure de proposer des solutions qui vont être pérennes et intéressantes pour les deux parties, ou tous les protagonistes. Donc, il ne s'agit pas juste de sauver une personne, hein, on est toujours dans ce système. Donc, ce diagnostic, on le fait grâce à un questionnement affûté qui s'appelle le métamodèle. Alors, c'est un questionnement qui est un jeu de concepts mathématiques et puis d'outils linguistiques qui permet de questionner la personne afin de pouvoir identifier exactement ce qu'est le problème, quelle est la cause du problème, sans y mettre d'interprétation, de distorsion, et ainsi trouver la cause réelle. Alors, dans notre tête, on sait très bien qu'on fait beaucoup d'équations mentales erronées. On en fait tous, tout le temps. On se dit, ben voilà, si je reprends l'exemple de ce salarié, quand on va l'appeler Yann, la DRH, quand elle nous a appelés, elle nous a dit, voilà, ce Yann, il a des retards, des absences injustifiées, enfin bref, on voyait bien qu'il n'était plus du tout dans le cadre légal de l'entreprise. Elle nous dit, mais voilà, nous, ce qu'on pense, c'est que peut-être ce serait lié à un problème de drogue ou d'alcool, c'est ce qu'on a entendu. Bon, le médecin du travail a très vite vu, et nous aussi, que ce n'était pas ça le problème. Donc déjà, on a écarté ce point-là. Il avait des projets, il voulait fonder une famille, il n'était pas du tout dans un état d'alcoolisme et de drogue dure, comme on avait dit. Les collègues avaient dû en rajouter un petit peu, ceux qui étaient contre, histoire de faire un peu de pari-match et de closer et de voici. Donc, ça a été écarté, mais finalement, en le questionnant avec la méthodologie dont je vous parlais, on est arrivé à voir très vite que son comportement, la cause réelle de ce comportement, ça venait du fait qu'il y avait quelques mois, 8 mois, il y avait une mission qui avait été attribuée à un de ses collègues pour aller en Martinique faire une mission technique chez un client en Martinique. Et lui, il allait toujours à Saint-Pierre-et-Miquelon et il avait très envie d'aller en Martinique et finalement, on lui a refusé cette mission puisque c'est un autre qui est à lui. Lui, il l'a considéré comme tel et ça l'a totalement démotivé. C'est ce dont nous parlait un petit peu Eric aussi tout à l'heure. Tout d'un coup, on baisse les bras, on n'a plus d'engagement, on n'a plus de motivation. Et donc, sa réaction, son comportement, il n'en avait plus rien à faire de quoi que ce soit. Il était en retard. Il respectait plus grosso modo les règles du jeu de l'entreprise. Il avait évoqué le fait que c'est parce qu'on avait changé de secteur et qu'il mettait plus de temps pour se déplacer. Bon, c'était pas exactement ça. Et quand il nous a dit que c'était la Martinique, on a commencé à comprendre ce qu'était véritablement la cause. On voit aussi que la mauvaise communication, ça fait partie des choses qui font qu'on passe à côté des causes réelles. Parce qu'il aurait dit à son chef, écoutez, j'aimerais bien comprendre la raison pour laquelle je n'ai pas été sélectionné pour aller à la Martinique. Peut-être qu'il aurait compris ce qui se passait. Mais il ne l'a pas fait. Ensuite, il y a aussi un manque de cadre. C'est-à-dire que le manque de cadre, en entreprise, on a besoin d'avoir quand même un cadre pour comprendre le sens de ce que l'on fait. Et bon, le manager n'avait pas mentionné assez bien, ou bien lui-même ne l'avait pas compris, on n'a jamais su exactement de quel côté, mais peu importe. Mais
qu'il fallait une formation spéciale pour faire cette mission en Martinique. C'était un client spécial qui nécessitait qu'il y ait une formation spéciale et lui ne l'avait pas, donc il ne pouvait pas faire cette formation. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très réaliste de se dire « je veux postuler pour aller faire une mission alors que je n'ai pas les compétences ». L'entreprise, quand on parle de l'écologie par rapport au contexte, l'écologie pour nous, ça veut dire qu'il faut que tout le monde y trouve son intérêt, qu'il n'y ait un inconvénient pour personne. Là, envoyer un technicien en Martinique chez un client alors qu'il n'a pas toutes les compétences, c'est pas forcément ce qu'on appelle, nous, écologique. Et puis aussi, ses valeurs et ses croyances, elles avaient été bafouées. Pour lui, ça faisait 10 ans qu'il était dans cette entreprise et il avait l'impression que c'était une reconnaissance de lui accorder la Martinique au lieu de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, peut-être que d'un point de vue météo, en effet, c'est mieux la Martinique que Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il faut quand même les compétences, la formation, un certain nombre de choses pour pouvoir aller remplir cette mission. Donc lui, sa valeur, il a cru qu'il était nul, qu'on le prenait pour un nul, que son chef n'avait pas confiance en lui et que finalement, sa valeur confiance et sa valeur reconnaissance avaient été bafouées. Et là, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, on l'a recadré sur chacun des points pour lui expliquer à chaque fois qu'on n'envoyait pas des gens dans une mission alors qu'ils n'avaient pas les compétences, que son chef, il avait sûrement une bonne intention, ce n'était pas du tout d'être mauvais avec lui. D'ailleurs, son chef direct, quand il s'est aperçu qu'il était toujours en retard, il lui téléphonait tous les matins pour le réveiller. Donc voilà, il le protégeait quand même beaucoup. Et donc, on l'a recadré sur chacun des points pour que lui-même devienne acteur de son changement, prenne la responsabilité de ce qui allait lui arriver par la suite. Effectivement, François souligne, alors c'est vrai qu'on vous fait un petit storytelling avec l'histoire de Yann, mais c'est vraiment pour illustrer vraiment ce qui se passe dans la tête des gens. Et pour vous dire la conséquence quand on n'a pas bien identifié la cause, effectivement, les solutions, elles sont inefficaces, voire elles aggravent le problème. Si je continue l'histoire, c'est vrai que la réaction du salarié, on la voit, il ne vient plus au bureau. Le manager direct lui téléphone. La solution trouvée par la RH, c'est 2 avertissements. La solution du N+2, c'est 2 entretiens très très secs avec le salarié. Le salarié, au bout du 2e entretien, a fini par dire « si vous me licenciez, je vais me foutre en l'air ». Excusez-moi, c'est dans le texte que je vous cite. Donc, vous voyez comment, d'un problème parfois qui est mal identifié, on va arriver à aggraver la situation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que, finalement, comme le dit Françoise, il devienne acteur de son changement? Eh ben, on va lui expliquer avec un concept qui est assez simple et mathématique, qui est la cause et l'effet. C'est Norbert Wiener en 1940 qui est en gros le créateur du feedback. C'est lui expliquer que son comportement, ce qu'il fait, il est la cause d'un effet. Ce qu'il fait quand il parle ou quand il agit, eh bien, c'est donner un message à l'autre partie, c'est-à-dire à son manager, sa RH et son N+2. Et comment on sait que le message est bien reçu ou mal reçu? C'est bien évidemment le retour qu'on en a. La problématique avec une majorité de personnes, c'est qu'on voudrait changer les effets, c'est-à-dire que le manager soit plus gentil avec nous, que le N+2 soit gentil avec nous, mais on fait toujours la même chose. C'est mathématiquement impossible. Donc, on va lui expliquer tout simplement. Alors, après, s'il s'oppose, on ne peut rien parce que nous, on applique les mathématiques. Il y a toujours des gens résistants, mais voilà. On lui dit, vous êtes la cause d'un effet. Donc, changez la cause et vous allez avoir un nouvel effet. On va lui expliquer également une deuxième chose, c'est on va repartir sur la perception de la réalité qu'a évoqué Eric, c'est qu'on va lui expliquer comment il fait pour créer une réalité qu'il fait souffrir. Parce que, je reparle avec mon histoire d'ordinateur et de cerveau, comme nous avons notre algorithme et notre disque dur est unique, lorsqu'on parle de nous, nous ne pouvons parler que d'une chose, c'est-à-dire de nous par rapport à notre propre référentiel. Et la plupart du temps, lorsque l'on parle, on parle de quoi? De notre vécu, de nos croyances, de ce qu'on est. Et notre intention, souvent, c'est soit un projet, soit un besoin, soit une peur. Dans 80% des cas, les gens ont peur. Et quand on a peur,
On peut être très très bête, c'est comme ça. En tout cas, ce qu'on fait, en fait, ce que le salarié faisait, c'est par rapport à ce que disait son chef ou par rapport à ce qu'il a fait, lui a emmené ce qu'on lui disait dans sa propre réalité, c'est-à-dire dans son propre système, et il en a déduit quelque chose de faux, parce que le manager ne parlait pas forcément du retard, mais il parlait du fait que lui, il avait peur que le salarié soit renvoyé et surtout qu'il ne puisse pas satisfaire ses clients. Donc, on donne à la fois des connaissances scientifiques et techniques pour leur permettre d'objectiver et de leur dire voilà ce que crée votre comportement. On leur explique comment ils y arrivent. On leur donne aussi des outils de communication. Vous avez vu dans l'histoire qu'en gros, ils ne savaient pas très bien s'exprimer. C'est pour ça d'ailleurs que son N+2 pensait qu'il avait des problèmes d'alcool parce qu'il bégayait beaucoup, il avait la bouche un peu pâteuse. Bon, c'est comme ça. Mais on peut tout dire, mais il y a façon et façon de le dire. Et encore une fois, je reviendrai sur les 360 degrés dont je vous ai parlé. Il faut d'abord aller dans le sens de la personne pour pouvoir donner son point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la personne, hein. Entendez-nous bien, mais il faut aller dans son sens, sinon ça ne va pas marcher. Il y aura trop de résistance et on va rester, encore une fois, campé sur ces positions. Le dernier point qui est en règle générale, on va finir toujours par travailler dans un conflit sur les croyances. Alors les émotions, c'est vrai que par rapport à Eric, nous n'y touchons pas parce qu'on va vous expliquer pourquoi juste après. C'est effectivement parce que l'émotion, c'est un produit chimique qui est déclenché par le cerveau en fonction de ce qu'on croit. Et du coup, on adopte un certain comportement. Donc le gros travail, c'est le changement de croyance et on utilise un outil que nous aimons beaucoup et pareil, qui est issu des mathématiques. Et Françoise va vous décortiquer encore une fois l'histoire de Yann pour vous comprendre comment il a pu en fait changer en comprenant un certain nombre de choses. Alors, nous, on s'appuie sur ce schéma qui s'appelle les niveaux logiques. Ce sont des mathématiciens qui l'ont créé, ça s'appelle Whitehead et Russell en 1910. Et puis ensuite, ça a été récupéré par l'école de Palo Alto, par Gregory Bateson, et puis aussi par Diels pour la PNL. Donc, même Einstein en a parlé à un moment, et il disait toujours, on ne peut pas résoudre un conflit au niveau auquel il a été créé. C'est toujours au niveau supérieur. Alors là, vous voyez, là, ce monsieur, il avait un problème avec son environnement. Son environnement, c'était que quelqu'un était parti faire une mission alors que lui pensait qu'il était légitime pour cette mission. Et son comportement, il arrive en retard, il est démotivé, il sort carrément du cadre légal de son rôle de salarié en entreprise. Et il n'a pas eu la capacité de se dire qu'est-ce que j'ai fait, comment je pourrais comprendre un petit peu ce qui se passe pour qu'on ait refusé la mission. Je vais chercher. Ce n'est pas juste la faute des autres. On essaye toujours, et ce qu'on veut toujours, c'est que la personne soit responsable de ce qui lui arrive, de son changement et de la manière dont elle va vivre sa vie ensuite en ayant changé. Voilà. Et les émotions qu'elle a ressenties, naturellement, Yann, il était très déçu. Il était extrêmement déçu, il était démotivé, il était triste de ne pas avoir effectué de ne pas avoir été choisi pour cette mission. Alors la croyance, je vous en ai parlé, ce qu'il a eu comme croyance, c'est que lui, il avait travaillé pendant 10 ans dans cette entreprise et il pensait que c'était une reconnaissance, que son chef n'avait pas confiance en lui. Et ses croyances, sa croyance, il a cru à ce moment-là que son chef le lâchait et le punissait. Bon, voilà, du coup son identité, elle en a pris un petit coup parce qu'il s'est dit qu'il était nul. Et c'est ce qu'il nous a dit. Et c'est vrai que si on change la croyance et qu'on lui explique que finalement son chef, il a fait quelque chose que n'importe quel chef aurait fait, c'est-à-dire que ce n'est pas à lui qu'il en voulait. Il voulait juste que la mission qui soit faite à la Martinique soit faite par la bonne personne. Lui, en l'occurrence, n'était pas la bonne personne à ce moment-là. Et que s'il faisait une formation, il pourrait être la bonne personne. Personne n'avait dit qu'il allait être jeté de cette mission jusqu'à la fin de ses jours. Donc, quand on lui a identifié les erreurs de perception qu'il a faites de sa réalité et de ses croyances, et que ses valeurs, il ne les avait pas positionnées exactement comme il le fallait, eh bien, on lui a donné les clés
pour qu'il puisse être l'acteur de son changement, pour qu'il puisse véritablement jouer un rôle dans son changement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on est redescendu dans les niveaux logiques, et lui, il a bien vu que s'il ne croyait pas que son patron ne lui faisait pas confiance, s'il pensait que son patron était plutôt gentil avec lui, parce qu'il l'appelait tous les matins pour le réveiller, eh bien, il était serein. Ça va, il est un gentil patron quand même, il avait de la chance. Tout le monde n'a pas un supérieur hiérarchique qui vous réveille tous les matins à la place de votre réveil. Et donc, on est redescendu dans ces niveaux logiques pour en arriver au fait que finalement, voilà, il avait maintenant à faire un certain nombre de choses pour pouvoir sortir de ce conflit et que tout le monde en sorte bien. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Il est allé voir son chef, on l'a briefé, on a fait le travail qu'il fallait. Il s'est excusé, parce que c'est vrai que son comportement ne rentrait pas dans le cadre de celui d'un salarié d'une entreprise. Il a fait part de sa réflexion, naturellement. Il a compris, en ayant compris tout ce qu'on avait partagé ensemble. Il a demandé de pouvoir s'inscrire à la formation. Et là, pour l'instant, il postule pour la mission 2021 pour la Martinique. Donc, c'est rentré dans l'ordre. C'est vrai que la direction des ressources humaines, quand on leur a dit mais c'est pas de l'alcoolisme, c'est pas un problème énorme, c'est pas et c'est juste qu'une mission, et ben lui, il a cru tout ça et ça a tout voilà mis par terre tout ce qu'il voilà, c'était un moment qui a été compliqué pour lui à gérer. Alors finalement, tout est rentré dans l'ordre et maintenant, il a repris son travail, il est à l'heure, il se lève le matin. Il n'a pas d'absence non justifiée. Il va faire sa formation et on espère pour lui qu'il va la réussir et qu'il ira à la Martinique faire sa mission. L'année prochaine, le directeur des ressources humaines était quand même content de ne pas avoir affaire à une personne qu'il pensait suicidaire, qu'il pensait que ça allait de mal en pis et que plus ça allait au début c'était des retards et à la fin c'était carrément des absences. Voilà, les choses se sont remises en ordre. Voilà. Il y a eu une solution pour chaque protagoniste, pour le salarié, pour la DRH, effectivement, qui a changé de rôle parce que je pense que c'est plus gratifiant aussi et plus satisfaisant pour un DRH d'accompagner quelqu'un dans le développement des compétences plutôt que de licencier. Voilà. Et puis pour le N+2, on lui a donné les clés pour se dire, voilà, ne regardez pas la réalité telle qu'elle est, allez chercher, on vous a donné des clés pour faire des diagnostics. C'est ça qui va être important pour vous aussi. Vous allez pouvoir désamorcer des conflits comme ça. Merci beaucoup. Écoutez, c'était très, très complet. Beaucoup d'informations, beaucoup d'axes très éclairants. Je vous rappelle que pour tous ceux qui nous écoutent, que le chat est ouvert pour les questions, le chat ou l'adresse, un groupe .professionnel@gats.org. Nous avons reçu quelques questions et quelques remarques. Il y en a une première pour vous, Patricia Gomez-Talimi. Le cadre que vous avez posé, c'est le droit français. Oui. Est-ce que en droit international, il y a à peu près les mêmes droits et obligations employeurs-salariés? Et puis d'autre part, autre côté de la pièce, lorsque des entreprises internationales typiquement anglo-saxonnes opèrent en France, est-ce qu'il y a des pratiques managériales qu'elles ont un petit peu plus de mal à intégrer? Alors effectivement, j'ai parlé du droit français parce que les entreprises qui évoluent sur le territoire français, qu'elles soient françaises ou d'obédience étrangère, sauf exception, c'est l'exception du détachement, sur lequel je ne reviendrai pas, mais les entreprises, effectivement, doivent appliquer le droit du travail français. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de territorialité. Et oui, deuxième question, les entreprises anglo-saxonnes ont des pratiques managériales différentes des pratiques françaises. Mais c'est surtout une question de culture et une question d'homogénéité aussi, je pense. Elles souhaitent, ces entreprises-là, mais c'est le propre des multinationales en fait. Elles souhaitent que quel que soit l'endroit du monde où elles travaillent, elles aient une communauté d'intérêts et de pratiques. Voilà, Jean.
Merci Patricia Gomez-Talimi. François Sens, Emmanuel Ferrari, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel type de contexte vous êtes appelé à intervenir pour servir de médiateur? Est-ce que c'est à la demande des RH? Est-ce que c'est à la demande des directions d'entreprise? Ça va dépendre en fait, mais souvent, alors c'est vrai que nous on a une double casquette aussi, comme vous le disiez Jean, on fait aussi de la gestion de crise, de la communication de crise, et donc c'est vrai que lorsqu'on intervient sur conflit ou même pour accompagner des salariés qui peuvent être en détresse, c'est plutôt des DRH, mais il nous est arrivé aussi, François, d'avoir directement des directeurs de site qui vont appeler directement en disant voilà, j'ai un problème avec un salarié. Donc, c'est vraiment très variable. L'essentiel, c'est que l'entreprise ait identifié la situation sensible et qu'après qu'elle passe soit par un directeur, soit par un DRH, finalement, c'est assez variable. Merci. Éric Denain, lorsque on entend, et c'est très séduisant, le management participatif, enfin une plus grande prise en compte des émotions, de l'intelligence émotionnelle en fait des entreprises, ça vient quelque part se confronter à un enseignement relativement classique de type contrôle commande managérial qui était très pratiqué, je dirais, au XXe siècle. Est-ce que ce mode contrôle and commande est vraiment quelque chose à proscrire ou est-ce qu'il n'est pas efficace en temps de crise? Excellente question. Merci beaucoup. Je ne poserai pas une opposition entre les deux. C'est-à-dire que la partie contrôle and commande, elle a son intérêt. Il faut savoir effectivement décider avec une certaine fermeté. Il y a des situations sur lesquelles des décisions doivent être prises, parfois des décisions dures à prendre, hein, et donc il faut pouvoir les prendre, les assumer. Et donc, elles doivent avoir toute leur place. La question que j'ai voulu soulever, en tout cas la manière dont j'ai voulu aborder le sujet des conflits tout à l'heure, c'est de dire que dans un monde qui devient de plus en plus exigeant sur les collectifs, sur les organisations en termes d'adaptation, d'ajustement, de toute nature, il est important de cultiver un mode de fonctionnement qui permette des régulations, c'est-à-dire d'évacuer cette surcharge émotionnelle. Donc le mode unique contrôle and commande, comme on a pu connaître un management hiérarchique très directif il y a encore une trentaine d'années, une vingtaine d'années, peut-être encore aujourd'hui dans certains organismes, est complètement improductif sur des situations où on exige de l'adaptation. Voilà, donc je fais une réponse de Normand, hein, je dis oui, il faut savoir le pratiquer, mais il faut laisser de la place pour oxygéner les neurones des personnes humaines si on veut derrière une agilité, une capacité d'adaptation collective. Sinon, vous générez du désengagement. François Sens, Emmanuel Ferrari, lorsqu'un conflit implique plusieurs personnes contre un manager, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ce sont les mêmes techniques que vous appliquez? On a naturellement tout un panel de techniques, hein, c'est clair. Là où vous avez donné un petit échantillonnage à travers un exemple, on a un panel de techniques. L'objectif, on part souvent de l'objectif. Quand il y a plusieurs personnes, il y a différentes manières de voir les choses. Et nous, on a toujours comme idée dans notre tête ce qu'on veut. C'est comme quand vous allez chez le médecin, on se dit on veut qu'il nous guérisse. Si vous allez voir un médecin et qu'il n'a pas l'objectif de vous guérir, s'il n'a pas l'intention de vous guérir, ben nous, on a un peu ça aussi. Notre intention à chaque fois, c'est que le conflit soit dépassé. Alors qu'il y ait plusieurs personnes, ça va générer des techniques un petit peu différentes. Quelquefois, au lieu de faire, comme là, quand vous prenez l'exemple de cette personne qu'on a appelée Yann, on était dans un one-to-one avec lui. La DRH nous a laissé totalement le gérer. Quelquefois, quand il s'agit de plusieurs personnes et qu'il y a aussi des animosités entre deux personnes au sein ça peut nous arriver de faire une réunion, par exemple, avec tout le monde, d'identifier la problématique d'une des personnes qui a fait quelque chose qui n'était pas forcément fantastique. Elle va se reconnaître elle-même, mais en tous les cas, elle n'est pas dénoncée, vous voyez, elle n'est pas stigmatisée. Et on va essayer de relever un petit peu le niveau et de les amener tous à être, par exemple, dans l'entraide.
Donc, on essaye d'insuffler, quand il y a un groupe, d'autres valeurs, les monter dans d'autres valeurs pour que l'équipe puisse être en mesure de partager quelque chose sans stigmatiser. Quelqu'un a fait quelque chose qui ne va pas, les autres ne sont pas d'accord. On peut rester comme ça pendant 3 ans, ça ne fait jamais avancer le schmilblick. Donc voilà, on essaye toujours de trouver des méthodes et des manières pour résoudre le conflit. Quelquefois, il faut monter d'un petit niveau. Quelquefois, il faut gérer les choses autrement que dans un one-to-one ou un règlement de compte voilà, entre quelques personnes. Merci beaucoup, François Sens. Éric Dénin, certains dirigeants ne supportent pas la neutralité. Ils recherchent des alliés ou des ennemis et se nourrissent de l'affection qu'ils suscitent ou de l'hostilité qu'ils génèrent. Comment se confronter sereinement avec eux? Quel type d'attitude adopter? Déjà, tout le monde peut se tromper. Je pense que, effectivement, de voir la vie comme de façon aussi binaire, je pense que c'est assez réducteur. Il y a certainement un manque d'ouverture et de participation à des réseaux d'échanges comme ce soir, par exemple. Comment les confronter? Je pense qu'il faut déjà cultiver sa propre sérénité et prendre du recul, finalement, sur la situation de tension. Je pense que toute la démarche sur laquelle nous ont guidés Emmanuel et Françoise tout à l'heure, elle vaut aussi pour soi, et dans une période de tension, peut-être prendre justement ce recul pour pouvoir confronter sereinement et affirmer sa position. Je pense que la sérénité, c'est d'être en conscience finalement avec ses propres valeurs, ses propres projets de vie. À ce titre, d'ailleurs, moi j'insiste beaucoup dans mes interventions en entreprise sur un sujet d'isostatisme qu'on connaît bien dans le monde des ingénieurs. L'isostatisme, c'est le plus stable, c'est le tabouret à 3 pieds. Et donc, dans la vie, il faut être équilibré sur 3 types d'engagement. L'engagement professionnel en est qu'un, mais si vous n'avez que celui-là, lorsqu'il y a des conflits, vous êtes en déséquilibre très instable. Il faut au moins 2 autres pieds d'engagement sur lesquels vous pouvez trouver votre équilibre. La vie personnelle, la vie sociale, la vie sportive, il peut y avoir d'autres biais pour trouver sa stabilité. Donc, je pense qu'il faut le confronter dans le cadre d'une position et d'une posture personnelle stable. Voilà, j'espère apporter un éclairage à cette question compliquée. Oui, ce qui n'est pas simple et qu'on retrouve assez régulièrement, malheureusement. Emmanuel Ferrari, François Sens, une avant-dernière question. J'en ai une dernière pour Patricia Gomez-Talimi, puis ça me permettra de lui passer la parole pour la conclusion. Lorsque comment vous êtes sollicité, est-ce qu'on vous demande également de faire des formations? Est-ce que vous en faites à ce sujet? Écoutez, oui, c'est vrai que toute la démarche qu'on a effectivement à la méthodo, il y a beaucoup de transmission parce qu'on a vraiment, comme Françoise dit, dans notre intention, c'est de donner des clés à des gens qu'on va pouvoir appliquer tous les jours. Alors, c'est vrai que dans notre entourage, nous, on a beaucoup pratiqué ça en expliquant la distorsion, en expliquant ne ramenez rien à vous, ça ne veut rien dire de vous. Tout ça, c'est des choses, effectivement, d'abord qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup qu'on ne connaît pas et qui sont très pratiques dans la vie. Donc oui, effectivement, ça s'enseigne sur la base, effectivement, d'exemples, parce qu'on est très pragmatique et il faut avoir des formations où on se met en situation. Oui, ça s'enseigne et ça se pratique et surtout, ça se met en place assez rapidement. Ça demande une petite gymnastique mentale, mais le jeu en vaut la chandelle. Quelques exercices, quelques mises en situation, on voit tout de suite le bénéfice de tout ça. Ça peut voilà, on fait des formations d'une journée et avec quelques participants, ça peut permettre aussi à une équipe de retrouver une cohérence. Ça peut aussi anticiper des problématiques qui sont un peu plus lourdes, comme ce qu'on entend assez souvent et qui revient de plus en plus, Eric en parlait, les burn-out, des choses comme ça. Voilà. Oui, et les bore-out qui ont été pour la première fois, je crois, sanctionnés par les tribunaux. Mais justement, ça va nous donner l'occasion de passer la parole à maître Patricia Gomez-Talimi. J'ai une question qui est que face à un conflit, la réaction naturelle est souvent de ne pas s'en mêler, si on n'est pas un bagarreur de nature. Mais quand est-ce qu'on doit intervenir et comment le faire? Ne pas s'en mêler est la pire des solutions.
après, cela dépend de du niveau de la personne qui va s'en mêler. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un conflit où le management de proximité peut intervenir, c'est parfait. Si en revanche, c'est un conflit plus important et qui fait intervenir plusieurs personnes, je pense qu'il doit y avoir une mobilisation de la personne carrément, c'est-à-dire à la fois du management de proximité et du management qui est plus grand, plus important, afin de justement prévenir le fait que le conflit puisse s'enflammer. Alors, je vais également passer à une conclusion en termes de droit social sur justement la notion de identification des risques de conflit. Donc, le bon manager doit savoir particulièrement identifier et évaluer les situations de conflit. Pour ce faire, la direction et l'encadrement doivent pouvoir être porteurs d'une démarche qui est une démarche importante puisqu'elle permet d'identifier, de prévenir. Et pour ce faire, il est très important de faire intervenir les représentants du personnel, de faire intervenir le CSE, le cas échéant, la commission de sécurité également, dans les entreprises de plus de 300 salariés, ainsi que de faire intervenir les services de santé au travail qui doivent être partie prenante de cette démarche. Tous les salariés ont un rôle à jouer. Ils doivent identifier les dangers, analyser les risques, et ceci est effectivement extrêmement important. À la suite de cette évaluation, l'employeur va mettre en place les mesures de prévention appropriées, ainsi que les méthodes de travail et les méthodes de production, qui vont permettre de calmer les difficultés. La prise en charge du problème passe donc par la prise de mesures de prévention. Pour ce faire, il convient d'élaborer le document unique que tout le monde connaît et qui a effectivement connu une actualité brûlante avec le Covid, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous avons également dans ce document unique la notion de mise à jour très régulière qui doit être faite. Parallèlement, il faut, et nos 3 intervenants de qualité qui se sont succédés, vous l'ont rappelé, former les managers. Il faut être à l'écoute, il faut savoir se montrer bienveillant et humain, il faut également se montrer reconnaissant. C'est-à-dire, les salariés doivent avoir le sentiment que leur travail est respecté. Cela leur permettra de s'améliorer en continu et d'accepter plus volontiers les reproches, comme nous l'expliquait en particulier Emmanuel, les reproches s'ils sont justifiés. Le bon manager doit savoir communiquer, à savoir réaliser des entretiens réguliers, mais également rencontrer, et je rebondis sur votre question, Jean, les protagonistes individuellement, et enfin, organiser une rencontre de toutes les parties prenantes. Si effectivement la communication de proximité n'est pas de mise dans tous les cas, on sait que dans la majorité des cas, la communication de proximité doit impliquer l'ensemble des protagonistes au problème. Donc, il faut que nos managers et la communication managériale qu'ils vont déployer doit être un relais, c'est-à-dire porter les messages de la direction, un booster. Également, les salariés sont désabusés et il est indispensable de redonner du sens à leurs tâches lorsqu'il y a un conflit. Et il faut le reconnaître, la communication managériale peut dans certains cas être un palliatif au fait qu'il y a un déficit de leadership ou que les entreprises sont ressenties comme étant déshumanisées. Dans les plus grandes entreprises, on verra en particulier qu'il y a un phénomène de densification des organisations et qu'il est extrêmement difficile de créer de la proximité. Enfin, si cela ne suffit pas,
Si effectivement cela ne permet pas de désamorcer le problème, il faut recourir à de la médiation. Alors la médiation par des intervenants comme on l'a vu, c'est-à-dire des professionnels, de la médiation aussi en droit social ou en droit du travail, parce que le médiateur aura l'insigne avantage d'être impartial, d'être indépendant, d'être neutre, et la médiation aboutit à d'excellents résultats, particulièrement en droit du travail. Donc, pour nous résumer, il convient d'identifier et d'associer tous les acteurs, RH, managers, services médicaux et CSE. Et ça, c'est très important parce que je suis également, comme on l'a indiqué, avocat et magistrat, en étant juge en conseil de prud'homme et en tribunal judiciaire, mais en particulier en conseil de prud'homme. Et on se rend compte que lorsque le dossier aboutit au contentieux, malheureusement et souvent, il manque cette phase préalable. Il faut améliorer le dialogue interne, il faut mettre en place de bonnes pratiques managériales et il faut faire un retour sur les conflits antérieurs afin d'en tirer les conséquences. Je vous remercie, Jean, de votre écoute et je reste naturellement à la disposition de tous pour apporter tout nouvel éclairage à des questions. Merci, Jean. Merci beaucoup, Patricia. Effectivement, ça me donne l'occasion de rappeler à nos auditeurs que l'ensemble des présentations sera disponible sur YouTube. Enfin, la vidéo sera disponible sur YouTube très prochainement. Je pense avant ce week-end, et que les présentations seront en lien avec les vidéos sur SlideShare, donc pourront être récupérées directement en ligne. Je voulais vous rappeler aussi que le prochain webinaire d'actualité sociale aura lieu le premier jeudi du mois, comme ça va devenir l'usage, le jeudi 2 juillet à 18h 2020 avec donc Maître Patricia Gomez-Talimi qui est intervenue ce soir et sa consoeur du moins Amélie Angèle Dinger. Je voudrais vous rappeler enfin que toutes nos manifestations sont disponibles à la fois sur le site, sont accessibles à la fois sur le site des groupes professionnels, sur la chaîne YouTube DGP, comme je viens de vous le dire. Vous pouvez également me contacter directement ou suivre le fil d'actualité LinkedIn DGP. Ça me donne l'occasion effectivement de remercier nos participantes et notre participant ce soir pour leurs interventions qui étaient à la fois très vivantes, très éclairantes, très riches d'enseignements. Vous remercier également d'avoir suivi ce webinaire et puis vous souhaitez très bientôt sur les Zooms, les focus et les chats RH des arts et métiers. N'hésitez pas à contacter aussi nos intervenants dont les coordonnées figureront à la fin de leur présentation disponible à nouveau sur SlideShare. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.